Springate ne s'arrêtait jamais. Il tenait ses engagements coûte que coûte, prison ou pas. Un jour, il m'a dit « La trahison fait partie du jeu, c'est comme ça. » Aujourd'hui, dans Les Diables de l'Amérique, l'histoire de Jimmy Springate, le roi de la cocaïne. Janvier 1996. Le président Bill Clinton prête serment pour la deuxième fois. L'une de ses premières décisions est de confier la lutte antidrogue à un général. Le fléau auquel nous nous attaquons a tué 100 000 Américains dans les années 90 et a coûté 300 millions de dollars à la société. Le général Barry McCaffrey, le nouveau monsieur drogue, tente une nouvelle tactique. Se tournant vers Hollywood, il offre des subventions aux producteurs des séries télévisées populaires pour qu'ils fassent passer des messages contre la drogue. Alors que le général définit sa nouvelle ligne d'action, dans l'autre camp, un guerrier glisse à travers les mailles du filet. À cette époque, les Caraïbes étaient une plaque tournante du trafic de cocaïne. Elles étaient idéalement situées entre la Colombie et les États-Unis. Des chargements de plusieurs tonnes pouvaient facilement être largués par avion dans les eaux au large des îles Vierges britanniques. Ces chargements étaient récupérés par des vedettes rapides à la faveur de la nuit et confiés à différents passeurs qui les acheminaient par avion vers Miami ou Atlanta. Juin 1996. Un avion survole les îles Vierges à basse altitude. Ils avaient rapporté une cargaison à terre à Tortola. Ils l'ont chargé dans une camionnette. Et la police a été mise au courant. Un de nos hommes, qui travaillait comme agent de sécurité dans un magasin de location de vidéocassettes, a remarqué que le véhicule bougeait environ 2 fois par mois. Il a vu que le conducteur se rendait à la pointe est de l'île et que la camionnette revenait très chargée. Il a donc décidé avec un de ses collègues que la prochaine fois qu'il verrait ce véhicule bouger, il déclencherait une opération et essaierait de l'intercepter pour savoir ce qui se passait. Le 19 juin, la police repère à nouveau la camionnette à Tortola, l'île principale des îles Vierges britanniques. Les 2 policiers ont constitué une petite équipe. Quand la camionnette est revenue de l'est de l'île, elle était suivie par une deuxième camionnette. Une des voitures de police devait se mettre en travers de la route. L'autre voiture devait arriver par derrière et bloquer les 2 camionnettes. La deuxième camionnette a réussi à éviter le barrage de police, mais la première a été interceptée. Alors qu'ils s'approchaient, les occupants du véhicule leur ont tiré dessus à travers les vitres, le pare-brise et la lunette arrière. Un des policiers est touché, mais il survivra. Bien que la transmission ait été endommagée dans la fusillade, ils ont réussi à forcer le barrage routier et à faire quelques centaines de mètres avant d'abandonner le véhicule et de s'enfuir à pied. À l'intérieur de la camionnette, les policiers découvrent plus de 1200 kilos de cocaïne. Une cargaison d'une valeur marchande de 24 millions de dollars. Il y avait des lunettes de vision nocturne, des lampes torches et de quoi mener une véritable guerre. Après la fusillade de Tortola, on a compris qu'on avait affaire à un gros poisson. Et ce gros poisson, c'est James Spencer Springate, alias Jimmy the Juice. Il n'en existe pas 2 comme lui. Tout comme Tom Brady est né pour jouer au football américain, Jimmy Springate est né pour faire du trafic de cocaïne. C'était un maître en la matière. Jimmy the Juice fait tant et si bien qu'il atterrit sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés du FBI. Jimmy Springate était fournisseur de drogue. Il était violent avec les femmes. Il a assassiné des gens ou les a fait assassiner. Il a essayé de tuer des policiers.
Il a une personnalité. On a l'impression d'être en face de Denzel Washington. Il a la voix douce, il est courtois et intelligent. C'était un grand homme d'affaires. Il était très dynamique. Brillant, brutal, bling bling. J'ai demandé à mon informateur si Springett était un trafiquant de drogue. Il m'a dit ce n'est pas un trafiquant de drogue, c'est le trafiquant par excellence. James Springett est insaisissable et connaît par cœur la carte des routes de la drogue sud-américaine. Springett a connu une ascension fulgurante. À 25 ans, il était dealer dans la rue. Et il a fini par mener des opérations estimées à plusieurs centaines de millions de dollars pour acheminer des tonnes de cocaïne vers les États-Unis. Les trafiquants colombiens sont toujours à la recherche de transporteurs et de nouveaux itinéraires, ce que leur apportait Jimmy Springett, en plus de son savoir-faire. Pour eux, il constituait un atout. Pour quelqu'un qui n'est pas d'origine colombienne, devenir un chef aussi puissant dans une organisation liée au cartel colombien, c'est du jamais vu. Dès ses débuts, James Springett passe maître dans l'art d'échapper à la police. Springett allait en bateau des îles Vierges jusqu'à Saint-Martin. Il récupérait la cocaïne et la rapportait à Saint Thomas, où il la distribuait. C'est comme ça qu'il a commencé. Un certain nombre d'opérations dans lesquelles Springett était impliqué en personne ont mal tourné. La police le tenait et il lui a glissé entre les mains. Ainsi démarre la carrière de Jimmy the Juice. Son équipe aux Caraïbes est connue sous le nom d'Island Boys. C'était un groupe d'individus qui contrôlait le trafic de drogue dans les îles Vierges américaines et à Tortola, et qui assuraient le lien avec les États-Unis. On savait qu'ils étaient violents, que leur organisation était très étendue et très rentable. Les gens étaient pauvres. Il y avait donc toute une réserve de main-d'œuvre. Imaginez un type qui vit en HLM et à qui on offre soudain la possibilité de gagner 100 000 $ en 24 heures. La tentation est trop forte. Ils tiraient depuis leur voiture. Ils abattaient des gens. Un jour, dans une boîte de nuit, quelqu'un en dansant a écrasé le pied d'un des Island Boys. Ils sont allés chercher leurs flingues dans leur voiture et ils ont ouvert le feu, blessant 3 personnes complètement innocentes. Jimmy the Juice était également connu pour son aptitude à blanchir l'argent. Springett était le roi des opérations de blanchiment d'argent. Il achetait des maisons à Medellín, en Colombie, et dans les îles Vierges britanniques. Il avait ses propres avions. Il avait un voilier, un cargo. Il pouvait transporter de la drogue à sa guise. La seule chose qui lui manquait, c'était ses propres champs de coca. Et il n'allait pas tarder à les obtenir. Il gagnait des dizaines de millions de dollars. C'était toute une organisation. Jimmy Springett s'entoure de personnes de confiance. À l'époque où tout s'est terminé, il était en contact et travaillait en collaboration avec des laboratoires qui fabriquaient de la cocaïne. Un Island Boy qui a grandi dans l'ombre de Jimmy the Juice a accepté de témoigner à condition de rester anonyme. Les gens le perçoivent comme quelqu'un de méchant, qui s'amusait à tirer sur les gens et à les tuer. Mais si vous l'aviez connu en dehors de tout ça, vous ne l'auriez pas forcément aimé, mais vous n'auriez pas hésité à l'inviter à votre table. C'était quelqu'un d'éduqué. Il était catalogué comme criminel. Mais derrière le trafiquant de drogue se cachait un tout autre homme. À la fin des années 1990, le gouvernement américain se lance sur la piste du criminel, devenu l'un des plus grands trafiquants de drogue de l'époque. Peu de gens arrivent à la cheville de Jimmy Springett pour ce qui est d'importer et de distribuer de la cocaïne ou de blanchir de l'argent. Jimmy the Juice voulait à tout prix se hisser au sommet. Il était considéré comme un baron de la drogue en Colombie et placé sur la liste des 10 hommes les plus recherchés du FBI. Ce n'était pourtant, au départ,
qu'un petit vendeur ambulant de l'île de Saint Thomas, sur l'archipel des îles Vierges des États-Unis. Son surnom, Jimmy the Juice, fait référence à la première affaire qu'il a montée, un bar à jus qui vendait des boissons aux touristes. James Spencer Springett est né à Saint Thomas en 1960. Le père de James est entrepreneur. Il est propriétaire d'un bar depuis que je connais James. L'un de ses proches, qui a reconnu sa complicité, a accepté de témoigner sous couvert d'anonymat. On est tous les deux issus des classes moyennes supérieures. J'ai fait toute ma scolarité dans des écoles privées. Je suis allé à la fac, lui aussi. On ne nous a pas appris à vendre de la drogue. On nous a appris à avoir de l'ambition. En octobre 1962, les avions de la CIA découvrent les bases de missiles que les Russes construisent à Cuba. James Springett n'est qu'un enfant lorsque les États-Unis imposent un embargo contre l'État communiste de Cuba. All ships of any kind bound to Cuba, from whatever nation or port, be turned back. L'ancien terrain de jeu des Américains riches n'étant plus accessible, le tourisme décolle à Saint Thomas et dans les îles Vierges des États-Unis. Les îles ouvrent un vaste champ d'activités illégales. La géographie est déterminante, en particulier pour le transport et le trafic de drogue. James avait 10 ans de plus que moi. Il s'est lancé dans le business de la drogue au début des années 80, quand le marché du crack a décollé. Les usagers l'appellent crack ou freebase. Pour les agents de lutte antidrogue, c'est le pire fléau qui ait frappé les villes depuis l'héroïne. Il inonde l'Amérique. Une saisie record, la drogue venait de Colombie. Informés de l'opération, les agents de la DEA l'ont intercepté et arrêté 2 Colombiens. James Springett serait devenu dealer suite à une marée noire. Marée noire, c'est un terme utilisé par les trafiquants de drogue. Quand une cargaison est larguée en mer et que les types chargés de la réceptionner ne sont pas là ou n'arrivent pas à la trouver, on parle de marée noire. Un jour, de la cocaïne est venue s'échouer sur la plage. Et il s'est mis à l'écouler petit à petit dans la rue. Dans les années 80, beaucoup de cocaïne était larguée aux Caraïbes par avion. C'est la loi du hasard, ça devait arriver. Un Colombien du nom de Carlos Leder transforme le business en acheminant de la cocaïne pour le chef du cartel de Medellín, Pablo Escobar, de la Colombie jusqu'aux États-Unis via les Caraïbes. Jimmy a été exposé à la drogue le jour où il a découvert une cargaison échouée sur la rive. Une occasion se présentait à lui et il s'est laissé tenter. Ça a été sa première erreur. James Springett débute comme simple vendeur de rue. Au tout début, il s'est rendu à Miami pour s'approvisionner en cocaïne. Puis, son fournisseur en Floride ne lui suffisant plus, il a commencé à établir un réseau à Saint-Martin, ce qui l'a mené vers l'Amérique du Sud. Il y a eu un effet boule de neige. On peut faire plein de choses avec de l'argent dans une région comme l'Amérique du Sud. C'est le cœur du business. La Colombie, c'est le pays de la cocaïne. Un des atouts de Jimmy, c'était de parler couramment espagnol. Quand on va à la piscine, il vaut mieux connaître quelqu'un qui sait nager. C'est alors que Jimmy the Juice plonge dans le grand bain. Pour nous, Springett a évolué très rapidement. Son petit commerce individuel est devenu une organisation multinationale, manipulant des tonnes de cocaïne et brassant des dizaines, des centaines de millions de dollars. Jimmy Springett offre à ses nouveaux clients aux États-Unis une quantité illimitée de cocaïne provenant directement du producteur. James se procurait de la cocaïne en Amérique du Sud. Elle était acheminée vers une piste d'atterrissage qu'il possédait au Venezuela, sur un terrain de 80 hectares. Vous embauchez des pilotes, vous achetez des avions et vous transportez la cocaïne dans les îles Vierges britanniques où la marchandise est larguée.
À partir de là, soit elle est vendue à des particuliers dans les îles, ou à des grossistes dans des endroits comme Porto Rico, soit elle est introduite en contrebande aux États-Unis, où elle est vendue au détail. La cocaïne que Springett achetait en Amérique du Sud devait lui coûter 500 $ le kilo, voire moins. Il gagnait des tonnes d'argent rien qu'en la vendant dans les îles. En l'acheminant jusqu'à Miami, il empochait 8 000 $ par kilo. Je pense qu'il faisait les deux. Il vendait à des types qui étaient distributeurs sur les îles et il avait aussi son propre réseau qui transportait de la cocaïne vers le nord. Ça lui permettait de rentabiliser son investissement. Selon les autorités, ce réseau est connu sous le nom d'Island Boys. Ses anciens camarades de jeu convoient sa cocaïne vers les États-Unis. Jimmy the Juice Springett était le chef présumé des Island Boys. Tout le monde le savait dans les îles. D'ailleurs, c'est la police qui leur avait donné ce nom. Ce n'est pas eux qui s'étaient baptisés ainsi. Ce réseau inclut tous ses clients et tous les circuits de distribution de sa cocaïne colombienne. Des fonctionnaires de plusieurs pays sont impliqués. Des agents d'aéroport. Les Island Boys avaient des complices dans l'aéroport de Saint Thomas. Des employés de la Delta Airlines. Ils avaient des appuis dans la police un peu à tous les niveaux. Il voulait étendre ses tentacules et disposer d'un très large réseau. Tout dépend de comment on regarde les choses. Jimmy lui-même avait des contacts quotidiens avec un petit groupe de moins de 10 personnes. Mais chacune de ces 10 personnes était en contact avec 10 autres personnes, qui étaient elles-mêmes en contact avec 10 autres personnes. Des pilotes aux revendeurs de rue, des laboratoires d'Amérique du Sud jusqu'aux frontières de l'Amérique, Jimmy the Juice s'entoure d'Island Boys qui font la navette entre Bogota et la côte Est. En 1996, le produit national brut des îles Vierges britanniques s'élevait à 450 millions de dollars. En 6 mois, il gagnait à lui seul l'équivalent du PNB de ce territoire. En 1 an, il empochait le double du PNB. C'est un miracle que le secret ait été gardé aussi longtemps. En juin 1996, le secret de Jimmy Springett est dévoilé au grand jour. Au cours de la fusillade de Tortola, Springett a été blessé. Il avait besoin d'être soigné, mais il ne pouvait pas sortir de l'île. Il s'est caché sur un voilier amarré dans le port. Et la surprise a été totale. La police le tenait et il lui a glissé entre les mains. L'organisation de Jimmy était en avance sur son temps. Ils acheminaient la cocaïne par avion depuis la Colombie, la larguaient en mer, puis repéraient les cargaisons avec des lunettes de vision nocturne et des GPS. Ils avaient des téléphones portables entre le milieu et la fin des années 90. Ils étaient à la pointe de la technologie. L'argent propulse James Springett et ses Island Boys au sommet. Jimmy pouvait importer 1 tonne de cocaïne par mois ou toutes les 6 semaines. Ça représente 1 milliard de dollars par an. James Springett transfère peu à peu ses activités du sud de la Floride vers la Géorgie. La Géorgie est célèbre pour 3 choses. Son club de golf, James Brown et Jimmy Springett. La marchandise du trafiquant inonde tout le sud-est des États-Unis. Mais elle est particulièrement présente à Augusta, à 2 heures de route à l'est d'Atlanta. Augusta est la 2e ville de l'État de Géorgie derrière Atlanta. Une population moitié blanche, moitié noire, relativement pauvre. L'Amérique est assaillie par une menace encore plus grave que la cocaïne. Le crack, un dérivé concentré et bon marché de la cocaïne, a envahi les rues. La première fois que je suis venu ici, Time Magazine avait publié un article sur Waynesboro, une ville située à 50 km d'ici et décrite comme la capitale mondiale du crack. Opération réussie pour Jimmy Springett.
Augusta est le centre opérationnel idéal pour la côte Est. Un accès facile au couloir de l'I-95 et à d'autres autoroutes pour distribuer la cocaïne au nord et rapporter le produit des ventes au sud. Vers les années 90-91, les Island Boys sont devenus de plus en plus présents. Les premiers à faire parler d'eux, c'était Eugene Smalls, son frère Roberto et les gens qui étaient en lien avec lui. Il y a un certain degré de professionnalisme chez Springett qui n'existait pas chez les Smalls. Quand vous croisiez leur chemin, vous pouviez être sûr que ça allait se finir en fusillade. C'est sa violence qui a attiré l'attention du FBI sur lui. La brigade des stupes du comté de Richmond a contacté le FBI en disant « On a besoin de vous ». À l'époque, les autorités ignorent que les frères Smalls sont en relation avec James Springett. Ils transforment sa cocaïne en crack. Il vendait ses cailloux 10 $ pièce. À l'époque, le kilo de cocaïne se vendait 20 000 $. Il gagnait encore plus d'argent en la vendant sous forme de crack. Avec cet argent, Jimmy the Juice va perfectionner son système. Le Limerick est un cargo de haute mer. Springett l'a acheté à Shannon, en Irlande, pour 340 000 $ et a créé une société écran, Omega Sea Cargo, pour couvrir les dépenses liées à l'achat et à l'aménagement du navire. Bien qu'étant moins rapide qu'un avion, le Limerick peut acheminer un chargement de 6 tonnes de cocaïne. C'était un très bon système, plein de petites îles, des forces de police dispersées. L'océan est vaste. Lorsque la police de Tortola dresse un barrage routier en juin 1996, elle évente presque par hasard l'une des opérations du caïd. James Springett, l'un de ses Island Boys et 2 Colombiens, échappe de peu à la mort. À l'intérieur de la camionnette, ils ont trouvé 1260 kilos de cocaïne, 2 AR-15 automatiques, un pistolet Glock et un pistolet mitrailleur Mac-10. Les policiers découvrent également des empreintes de James Springett. Après la fusillade, il y a eu une rumeur comme quoi la police aurait été informée de l'opération. Quelques jours plus tard, un corps est retrouvé dans une palmeraie. Une balle tirée à bout portant au-dessus de l'œil gauche et une autre tirée à bout touchant dans la tempe. Le corps a été traîné dans la palmeraie et recouvert de chaux vive. C'était un membre très proche de Springett dans l'organisation. Son surnom, c'était Zoom Bob. Ce n'était pas un informateur. Ils l'ont assassiné sans raison. Zoom Bob était probablement l'un des plus jeunes Island Boys. On a alors décidé de frapper un grand coup et de procéder à 22 perquisitions à Sainte-Croix. Et pour effectuer toutes ces perquisitions en même temps, on avait besoin d'une centaine d'agents fédéraux. Quand ils sont arrivés sur l'île, on a dit aux chauffeurs de taxi qu'ils étaient là pour une convention sur la retraite des agents fédéraux. Ils n'ont rien vu venir. Il était passé à la clandestinité. Il savait qu'il était sur la sellette. 1er octobre 1996. Les gardes-côtes américains repèrent le Limerick dans les eaux internationales au nord de Cuba. Le capitaine, sentant qu'il allait être abordé, a mis le cap sur les eaux territoriales cubaines, puis a essayé de s'aborder le Limerick. Ils ont contacté les autorités cubaines et ont demandé l'autorisation de le laisser couler dans les eaux peu profondes pour qu'il ne soit pas complètement immergé. Les Cubains ont appelé la DEA et ont dit « Venez prendre votre cocaïne ». Nouveau coup de filet la semaine dernière. Les gardes-côtes ont saisi l'équivalent de 35 millions de dollars de cocaïne au large des côtes de Floride. Les autorités fédérales font rapidement le lien avec James Springett. Tandis que les agents fédéraux du FBI, de la DEA et des douanes lancent une offensive contre les Island Boys, le trafiquant quitte définitivement l'île. Il savait qu'on était sur sa piste. Plus on rassemblait d'informations, plus c'était violent. Un douanier américain nous a fait savoir que sa vie était menacée par l'organisation Springett. On a découvert 2 meurtres qui avaient été orchestrés par Springett. Pour nous, les enquêteurs, c'était lui le boss. On avait des mandats d'arrêt pour tous ces individus, dont Springett. Mais on ne voulait arrêter personne tant qu'il ne serait pas sous les verrous. James Springett
rejoint simplement la Colombie. Il vivait à Medellín, en Colombie, où il se faisait passer pour un architecte. Il habitait dans une villa de 3 millions de dollars. C'était assez incroyable. Il y avait des fresques au plafond, des robinets en or, la totale. Mais sa tranquillité sera de courte durée. Il sortait avec une fille. Et il a commencé à y avoir des disputes entre eux. Elle est allée trouver les autorités colombiennes et leur a dit qu'il l'avait frappé, qu'elle connaissait son nom et qu'elle savait qu'il était recherché aux États-Unis. C'est ce qui a conduit la police vers Jimmy. Le trafiquant est immédiatement incarcéré. Le gouvernement américain lance la procédure formelle d'extradition afin qu'il soit jugé aux États-Unis. Il était dans une prison appelée la Picota, à la périphérie de Bogota, dans un barrio, un quartier difficile. La Picota est une prison légendaire. Des membres des cartels y sont incarcérés. Si vous aviez de l'argent, vous pouviez avoir une sorte de planton qui allait vous chercher des choses en dehors de la prison, comme des cigarettes ou équivalent. Les colis de nourriture étaient autorisés. Les détenus pouvaient se payer des femmes. J'ai vu des maquerelles entrer dans la prison. Il y a un monde d'écart avec les prisons américaines. Depuis cette prison, il pouvait m'appeler tous les jours parce qu'il avait plusieurs portables. Les affaires n'ont pas repris leur cours normal, mais elles ont repris. Elles étaient juste un peu ralenties. Au bout de 10 mois de détention, James Springett entreprend de s'évader. Étant toujours en activité, il peut à la fois s'offrir des biens matériels et payer des pots de vin. Springett a réclamé un nouveau matelas. Son matelas était soi-disant vieux et en mauvais état. Il fallait le remplacer. Ils lui ont apporté un matelas flambant neuf. Et là, il devait dire, mince, ce n'est pas la bonne taille. Springett a dit, ça ne me convient pas, remportez-le. Avant de le remporter, ils ont pratiqué une incision. Ils ont donné à Springett une petite réserve d'oxygène et un masque pour qu'il puisse respirer. Une fois le matelas recousu, il ne pouvait respirer qu'en utilisant le matériel, qui ressemblait à une petite bouteille de plongée. Il devait rester allongé et vulnérable dans le matelas. Ils ont dit à Jimmy, glisse-toi dans le matelas et entraîne-toi à respirer. Il y a un phénomène de condensation qui fait que la personne peut avoir des hauts le cœur ou avoir la sensation d'étouffer. Springett n'y arrivait pas. Et les gardiens corrompus lui ont dit, « Ok, t'as 2 minutes pour t'entraîner. » Il avait des problèmes avec le masque. Les Colombiens ont été très malins, très rapides. Ils ont arraché le masque et ils lui ont dit « Respire à travers le tube. » Les caméras de surveillance montrent le matelas passant plusieurs postes de sécurité. J'étais sur place pour une autre affaire. J'ai reçu un appel d'un détective privé qui m'a dit « Allume la télé. Ton client Jimmy The Juice s'est évadé de la Picota caché dans un matelas. » Ça a été un sale moment. C'est impossible sans corruption. Ce n'était ni une erreur, ni un hasard. Cette évasion lui aurait coûté dans les 3 à 4 millions de dollars. Pour Jimmy The Juice, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Un investissement qui vaut chaque centime versé. Quatre ans plus tôt, 2 policiers de l'île de Tortola découvraient presque par hasard l'une de ces opérations. En 2000, c'est une véritable chasse à l'homme qui est lancée, menée conjointement par plusieurs organisations. On avait suffisamment de preuves, de témoignages et d'informations sur l'étendue de son organisation pour le mettre en examen et le traîner en justice. Encore faut-il pouvoir le capturer. En 1999, le trafiquant a été arrêté et écroué en Colombie. Mais tandis que le gouvernement américain négociait son extradition, il a passé 7 points de contrôle cachés dans un matelas. Après son évasion, Jimmy a été placé sous la garde protectrice des groupes paramilitaires colombiens, moyennant une coquette somme.
La frontière entre le gouvernement, l'armée et les organisations criminelles était très floue à l'époque. Il a été confié à un groupe paramilitaire de droite, l'AUC. Autodefensas Unidas de Colombia. Autodéfense Unie de Colombie est un groupe paramilitaire créé par des narcotrafiquants en réponse aux enlèvements et aux actes d'extorsion. Ils le protégeaient, et il a donc vu de ses propres yeux leurs opérations. Il a observé l'échange de grandes quantités d'argent et de drogue, de la cocaïne. L'AUC opère au plus profond de la jungle, à la frontière entre la Colombie et le Venezuela. Il est resté longtemps à leur côté et a assisté à beaucoup d'opérations. Springett n'était pas un trafiquant de drogue lambda. Ce n'était pas un routero ordinaire. C'est comme ça qu'ils appelaient les types qui connaissaient un itinéraire permettant d'acheminer de grandes quantités de cocaïne. Ce n'était pas un trafiquant ordinaire parce qu'il faisait ça depuis des années. On imagine facilement comment Jimmy est devenu aussi proche des Colombiens, eux qui n'acceptent pas n'importe qui. Il produisait cet effet sur les gens. Il savait gagner leur confiance. Il était le plus proche équivalent d'un membre de cartel. Même depuis les jungles de l'Amérique du Sud, le trafiquant continue d'expédier de la drogue vers les États-Unis. Dès 2002, il possède son propre terrain au Venezuela, équipé d'une piste d'atterrissage. Il ne s'arrête pas. Il ne s'arrêtait jamais. Il avait des délais à tenir, et il les tenait coûte que coûte. Ça a peut-être changé leur plan, leur mode opératoire, mais ça ne les a pas arrêtés. Jimmy m'appelait et me faisait savoir quand il était prêt. Toutes les conversations étaient codées. Il m'appelait, il me disait « Ma fille fête son anniversaire demain, peux-tu lui prendre une robe en taille 12 ans ?» Ce qui signifiait « L'avion arrive demain, il y aura 12 ballots de cocaïne largués. » Je savais déjà où. Les Highland Boys continuent d'utiliser leur terre natale, les îles Vierges des États-Unis, comme point d'entrée. J'appelais mes contacts dans les îles Vierges britanniques pour savoir si la voie était dégagée. Puis, on se retrouvait tous au point de rendez-vous à l'heure convenue pour réceptionner la marchandise. En avril 2002, le gouvernement américain intensifie ses efforts. La photo de James Springett est placardée dans toutes les postes américaines. Le trafiquant atterrit sur la liste des 10 hommes les plus recherchés du FBI. Ce n'est pas tout le monde qui figure sur la liste des 10 hommes les plus recherchés du FBI. C'est réservé aux fugitifs les plus dangereux et les plus violents. Sa photo figurait juste à côté de celle d'Oussama Ben Laden. Le trafiquant est loin d'imaginer qu'il a été dénoncé par un passeur nerveux. On a reçu un appel d'un type qui avait été recruté pour transporter à St. Thomas de grosses sommes d'argent liées à la drogue. Il a contacté le centre d'appel du service des douanes américaines. J'étais agent des douanes, on m'a transféré l'appel. Je l'ai donc eu au bout du fil. Je sentais qu'il avait peur, son histoire était incroyable. L'appel de cet homme recruté par un réseau de trafic de drogue international va mener l'agent Bryant sur la piste d'un Highland Boy proche de James Springett. Ce jour-là, on a saisi environ 12 kilos de cocaïne. Et il a immédiatement accepté de coopérer. Quand tu es impliqué dans ce business, il n'y a que 2 issues possibles, la prison ou la mort. J'ai eu l'impression qu'on m'ôtait un grand poids des épaules. D'un coup, la vie est devenue plus facile. Il a dit « Je sais qui vous cherchez. Il va m'appeler d'ici peu. Je peux vous aider. » Un beau jour, l'agent James Bryant m'appelle. J'ai peut-être le numéro de téléphone de Springett au Venezuela. C'était presque trop beau pour être vrai. Ce numéro de téléphone va mener à son arrestation. James Springett aurait proposé $1 million aux 2 policiers qu'il arrête en échange de sa liberté. 1 million, ça représente plus d'argent qu'ils n'en gagneront jamais de toute leur vie. Mais ils ont refusé. Son retour aux États-Unis se fait dès le lendemain, du fait d'un simple problème administratif. Il est en possession d'un faux passeport. Tout s'est passé très vite. Il a été expulsé et non extradé. Il a été arrêté le 5 novembre 2002 à Caracas et expulsé le 6 novembre.
C'est un sentiment incroyable. Quand vous avez travaillé 13 ans sur une personne, que vous l'avez vue en photo, de la voir en face de vous, les menottes aux mains, c'est assez indescriptible. On était dans un état second. Je me souviens du message que j'ai trouvé un matin sur mon répondeur. Juste pour info, James Springett a été placé en garde à vue. Ils sont en train de l'expulser du pays. Ils l'ont mis dans un avion du gouvernement et l'ont emmené directement à Augusta, en Géorgie, où il a été remis aux hommes du SWAT qui l'ont mis en état d'arrestation. C'est désormais à un tribunal fédéral d'examiner les preuves et de décider de son sort. Il savait que son heure était venue, qu'il encourait la perpétuité. La scène qu'on voit à la télé, où tout le monde s'assoit autour d'une table et où le coupable finit toujours par avouer, ce n'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Croyez-moi. À l'époque où il atterrit dans une prison fédérale des États-Unis, James Springett est un véritable trophée de la guerre de la drogue. Jimmy figurait depuis des années sur la liste des 10 hommes les plus recherchés du FBI, aux côtés de Ben Laden. Du fait de son évasion de la prison colombienne, il était sous haute surveillance partout où il allait. C'était une figure mythique. Le service de sécurité dans le palais de justice était assez incroyable. Le périmètre autour du palais de justice avait été bouclé et sécurisé. La zone grouillait d'équipes d'intervention de type SWAT, en tenue de combat, qui gardaient le palais de justice. Et c'est là qu'on a vu l'hélico. On a dit pour rigoler, « Tu crois que c'est Jimmy ?» C'était évidemment Jimmy. James Springett est mis en accusation pour importation de stupéfiants en bande organisée, trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment d'argent. Il était accusé de trafic de drogue et d'association de malfaiteurs. Ça se présentait mal pour lui. C'était son avenir qui se jouait. James Springett choisit au départ de plaider non coupable. Vu la quantité de cocaïne impliquée dans cette affaire, Jimmy risquait la réclusion à perpétuité. Pas des années, mais une vie entière en prison, ce qui signifie qu'il n'allait jamais recouvrer sa liberté. Ces anciens hommes de main se succèdent à la barre pour témoigner contre lui, y compris l'un de ses proches. Quand James a été arrêté et écroué en Colombie, il y a eu plusieurs autres arrestations et tous ses co-accusés ont choisi de coopérer. À l'époque, je lui ai demandé comment il avait pris la chose, parce qu'il s'agissait de personnes dont il était proche. Il m'a dit, ça fait partie du jeu. La trahison fait partie du business de la drogue à tous les niveaux, de la rue jusqu'au sommet. Son plus proche collaborateur, un Island Boy qu'il avait toujours admiré, se retourne contre lui. Tous agissent à la demande de leur chef. Jimmy a été mis en examen à Augusta. Une autre personne allait passer en jugement en même temps que lui. Et il a demandé à cette personne de témoigner contre lui. Ne garde pas d'informations pour toi en croyant m'aider. Sauve ta peau. Le bateau coule. Le Titanic est en train de couler. J'ai toujours pensé qu'il n'y aurait pas de procès. Il était assez intelligent pour comprendre qu'il était cuit. Je suis sûr que ses avocats lui ont dit « On va plaider coupable et négocier le meilleur accord possible ». Le 19 septembre 2003, James Springett comparaît à nouveau, prêt à passer aux aveux. Il s'est montré respectueux et courtois. Ses avocats avaient décidé de la voie à suivre. On ne veut pas participer à une mission suicide pour un client. L'avocat vit, le client meurt, au sens figuré, notamment pour une condamnation à perpétuité. S'il y avait eu procès, ça aurait été très long et très coûteux. On avait une liste de plus de 600 témoins. Ses avocats ont sûrement pensé que s'il assumait la responsabilité de ses actes et plaidait coupable, la justice serait plus complaisante. James Springett reconnaît tous les chefs d'accusation et accepte de coopérer dans d'autres affaires fédérales de trafic de stupéfiants.
Jimmy occupait une position unique qui lui permettait de décrire dans les moindres détails le parcours de la cocaïne depuis la Colombie jusqu'aux rues d'Augusta en Géorgie. Du point A au point Z, en passant par toutes les étapes intermédiaires. C'était un témoin inestimable pour les États-Unis. Je me souviens de notre dernier entretien. Je lui ai dit, je ne pense pas qu'on ait l'occasion de se reparler. J'ai une question à vous poser. Est-ce que ça en valait la peine? Il m'a regardé, il a souri et il m'a dit, je vous répondrai après le verdict. Le 13 juin 2005, près de 9 ans après avoir été blessé lors de la fusillade de Tortola, James Spencer Springett est condamné à 35 ans de prison. Il n'a pas bronché, il n'a pas pleuré, il a accepté. Même si 35 ans c'est énorme, c'est mieux que de mourir. Il risque de mourir en prison, mais vu les circonstances, c'était le mieux qui puisse lui arriver. Jimmy pesait des dizaines de millions de dollars. En général, même les plus gros trafiquants de drogue n'atteignent pas ce niveau. Ils commettent une erreur et se font pincer. Depuis son incarcération dans une prison de haute sécurité, James Springett a témoigné de multiples fois pour le gouvernement américain et a obtenu ainsi une réduction de peine. Jimmy aura la soixantaine le jour de sa libération. Il a hâte de pouvoir faire le bien autour de lui et avec un peu de chance, il arrivera à dissuader certains de suivre ses traces. Ça fait longtemps que je ne lui ai pas parlé, mais je suis sûr qu'il a l'intention de trouver une plage, de s'ouvrir une bière et de se détendre. Selon la rumeur, l'ancien trafiquant aurait de quoi s'offrir une retraite dorée. Il nous avait raconté qu'il avait enterré une grosse somme d'argent au Venezuela. À l'époque, Chris Howell était agent de la DEA à St. Thomas. On l'a envoyé au Venezuela pour essayer de localiser l'endroit où il avait enterré l'argent. Je suis allé inspecter son ranch de 900 hectares et identifier l'endroit où il avait enterré 4 millions de dollars. Il avait fait des cartes incroyables. Elles étaient incroyablement précises, jusqu'au dernier kilomètre. Puis d'un coup, elles ne voulaient plus rien dire. Il était sur place, j'étais à la prison avec Springett et on communiquait, on essayait de faire en sorte qu'il nous guide. C'était un truc de fou. Il était d'une précision remarquable. Il se souvenait de détails du genre « Il y aura une pile d'ordures à droite à la prochaine intersection ». Tout était conforme à ce qu'il décrivait. Mais comme par hasard, il oubliait la partie la plus intéressante, celle qui nous aurait permis de réussir la mission. C'est dingue, on ne l'a jamais trouvé. Quand Jimmy sera remis en liberté, on ne le reverra plus jamais. Il va disparaître et profiter de ses derniers jours sur Terre. Ça ne fait aucun doute. Chaque soir,